l'intelligence artificielle n'est ni une révolution sectorielle, ni une révolution col bleu, col blanc, ni une révolution très qualifiée, peu qualifiée, grand diplôme, peu diplôme. C'est une technologie d'application générale qui concerne tous les métiers, qui concerne tout le monde d'une certaine manière. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Yann Ferguson, qui est directeur scientifique du laboratoire Laboria. Bonjour Yann. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter le Laboria pour nos auditeurs ? Je suis sociologue à INRIA, donc c'est le grand institut national qui étudie les technologies numériques et digitales, mais généralement plutôt sous un angle de la technologie, des mathématiques, la recherche fondamentale, des algorithmes. Et je suis le directeur scientifique donc du Laboria, qui a été créé par Elisabeth Borne en novembre 2021, et qui a confié sous la forme d'une convention à INRIA l'animation scientifique de ce programme, qui a vocation à produire des études destinées à éclairer la décision publique sur ce sujet qui nous rassemble, l'introduction de l'intelligence artificielle dans les activités professionnelles. D'accord, très bien. Alors justement, je suis très heureux d'ailleurs de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ces sujets, puisque on parle énormément d'IA dans les entreprises, parfois avec peu de données sur la réalité de l'adoption, de la satisfaction que ça procure ou pas aux collaborateurs et au management. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des travaux que tu mènes à ce sujet-là et puis peut-être des informations ou des données que tu as pu collecter ? Alors, il y a deux grandes trajectoires de l'IA depuis maintenant 1 an et demi. Oui. Il y a l'IA qu'on essaie de mettre en place depuis une grosse dizaine d'années, c'est-à-dire depuis l'émergence de l'IA à base de données qui a produit ce nouveau momentum qu'on appelle printemps de l'IA, l'IA d'apprentissage. Et donc, depuis les années 2010, on essaie de déployer ce qu'on appelle des cas d'usage de l'intelligence artificielle qui correspondent à une forme de verticale sur un ensemble de tâches à l'intérieur d'un métier. Et par la répétition de ces tâches, on va collecter des données. Et l'idée, c'est que l'IA, derrière, puisse automatiser ou assister l'humain dans la réalisation de cette tâche. Là, c'est une trajectoire qui va de la démarche d'employeur vers le travailleur. D'accord. Depuis 1 an et demi, on a une autre forme d'arrivée de l'IA dans les métiers. C'est notamment l'IA générative. Oui, on en a souvent parlé ici. Ouais. Voilà, avec depuis le 30 novembre 2022, la sortie grand public de ChatGPT. Et puis après, il y a eu d'autres, Mistral, et puis des IA plus autour de l'image, Midjourney, etc. Et là, on a une autre trajectoire qui est l'IA d'employé. C'est-à-dire l'employé qui décide par lui-même, de sa propre initiative, d'utiliser l'IA dans son métier, dans une tâche, sans que personne ne lui ait demandé. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que avec ces deux chemins différents, se jouent des trajectoires d'intégration et d'adoption totalement différentes. C'est-à-dire que l'IA cas d'usage, on le sait, vous l'avez sûrement dit, a des très grandes difficultés à se déployer. Oui. On fait des expérimentations qu'on appelle des POC, Proof of Concept, et généralement, faut reconnaître, on dit, c'est intéressant. Voilà, ça. Mais après, derrière, le passage au déploiement, c'est l'intégration dans l'organisation de manière à ce que ça devienne le nouveau standard professionnel. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est pas juste un projet technologique, en fait, c'est un projet de processus métier et donc de nouvelles façons de travailler. Exactement. Et c'est là où ça coince. Alors, ça coince parce que on n'a souvent pas intégré tout un tas de paramètres. Et parfois, il faut bien le dire, l'employé, pas celui qui a participé au POC. Parce que lui, il est motivé, c'est gratifiant, bien etc. Sûr. Il a participé. Mais ceux qui sont, ils ont rien demandé. Et puis, on leur dit, maintenant, c'est ça. Là, il est plutôt, il est freinant parce que, non pas, fondamentalement parce qu'il aurait peur de l'IA, parce que ça va le remplacer, etc. Mais parce qu'il y voit une atteinte potentielle à sa liberté, à son autonomie, à son pouvoir d'agir. D'accord. Et à l'inverse, la trajectoire plutôt que j'appelle moi bricolage, où l'IA personnelle, et évidemment, elle n'est pas soumise à cette tension sociale entre l'employeur et l'employé, puisque c'est l'employé qui a décidé. Et étrangement, c'est plutôt l'employeur qui est plutôt lanceur d'alerte. Oui. Alors parfois pour des bonnes raisons. La confidentialité, la fuite de données, et puis parfois aussi il se sent dépassé lui par la technologie. Exactement, c'est-à-dire que l'IA générative aujourd'hui, si on donne quelques chiffres, avant le cas d'usage, on estimait que moins de 1% des Français pouvaient dire j'utilise l'IA consciemment au travail. D'accord. Avec l'IA générative, les différentes études disent que c'est à peu près 20% des Français qui peuvent dire j'ai essayé au moins une fois. Voilà. Et donc on n'est plus du tout sur de la niche. On n'est pas sur de la masse.
mais on est peut-être sur un point de bascule. D'accord. Et là, c'est le collaborateur qui est, je dirais, le chef d'orchestre de cette introduction de l'IA. Oui. Il n'y a pas de c'est mon chef qui m'a dit, puis moi j'ai pas envie. C'est moi qui le décide. Alors effectivement, il peut faire des bêtises, comme la fuite de données, etc., parce que ça reste quand même des solutions gratuites. Donc quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Tout à fait. Et il peut aussi avoir des mauvaises pratiques. C'est-à-dire, il y a tout un tas de personnes qui ont considéré que ce système était une espèce de moteur de recherche amélioré et qu'il allait chercher la bonne réponse dans la bonne base de données. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. La qualité de la réponse n'est pas garantie. Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas le cœur de cette solution qui fait un calcul de pertinence de bout de mot par bout de mot. C'est magnifique parce que souvent, il faut le dire, c'est bluffant. Oui. Mais pour autant, ça reste très approximatif. Et donc, parfois, ces mauvais usages arrivent à une mauvaise performance. Dans l'autre sens, il y a peut-être vraiment de la performance. Et là, c'est quand même le sens même et l'objectif même d'une organisation de documenter sa performance. Il est impossible pour un dirigeant de ne pas savoir pourquoi l'entreprise performe. Oui, bien sûr. Parce que sinon, il n'y a pas de pérennité. Absolument. Alors, tout ça, c'est extrêmement intéressant et merci d'avoir positionné le contexte. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement en fait ce que tu fais avec tes équipes de recherche sur ces sujets-là? Alors, avec mes équipes de recherche et aussi des prestataires de recherche, parce qu'on est aussi sur cette modalité-là, on a d'abord essayé de positionner le Laboria par rapport à quand même une très grande quantité d'études qui peut se faire sur l'impact de l'IA sur l'emploi au travail. On en voit presque tous les jours dans la presse par des McKinsey, des Gartner, des banques, des laboratoires de recherche, etc. Le grand point commun, c'est que d'abord, ça repose bien souvent sur une forme de techno-optimisme, pas au sens que l'IA c'est génial, mais au sens que ce qui marche en laboratoire, ça va arriver. Oui, d'accord. Deuxième chose, c'est souvent basé sur l'emploi. C'est-à-dire que ça dit plutôt les emplois que ça va détruire ou les emplois que ça va concerner. Donc, c'est plutôt des démarches d'économistes et des démarches statistiques qui ont souvent un modèle théorique basé sur un état de l'art de l'existant, une traduction de cet état de l'art de l'existant technologique en compétences métiers, et ensuite on regarde qui sont les métiers qui mobilisent ces compétences, et quand un métier mobilise beaucoup de compétences présupposées de la machine, eh bien il est très exposé. Il y a une grande dimension prospective en fait dans ces études, et donc avec une marge d'erreur absolument énorme. Avec une marge d'erreur. La première, on s'en souvient, c'était 2013, Frey Osborne, 47% des emplois américains hautement exposés à l'IA. Et ils l'ont dit, ils se sont gourés. Voilà. Et notamment, juste sur un sujet, ils étaient persuadés que le véhicule autonome, c'était 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, en France, par exemple, on n'a pas le véhicule autonome de niveau 3, celui qui conduirait seul sur environnement structuré, dégagé sur autoroute. Voilà, mais qui par contre a toujours un volant et a toujours une reprise en main importante, pas en cas d'urgence, parce qu'il s'agit pas d'endormir mais en cas de justement de basculement dans un environnement plus complexe, comme la ville ou comme un péage. Voilà. Je pense que c'est important effectivement de repositionner la réalité de la technologie aujourd'hui. Et donc nous, on s'est dit ok, ça il y a des gens qui le font. C'est un peu spéculatif, mais il en faut. Les politiques aiment bien ça. Mais c'est pas là qu'on va apporter quelque chose. Et nous, on a plutôt essayé de réunir des gens qui s'intéressent au travail en tant qu'activité. Qu'est-ce que font les gens au boulot et qu'est-ce qu'ils font réellement? Pas ce qu'on leur dit de faire. Pas mais du ce qu'ils simple font déclaratif réellement. et pas de ce que le management pense que ces équipes font. Exactement. Et donc, nous, on a plutôt essayé d'aller regarder le travailleur, utilisateur, et de produire des narratifs d'utilisation, des user stories. Comme on dit, on aime bien dire ça dans la tech, des histoires d'utilisateurs. Et là, on a pu avoir des narratifs. Alors, c'est plus difficile de faire de la politique avec des narratifs qu'avec des chiffres, j'en conviens. Mais ça nous a permis plutôt de nous rapprocher du travail en train de se faire et de regarder finalement non pas la question de la destruction de l'emploi, de l'automatisation d'un emploi, mais plutôt de l'enrichissement, de l'appauvrissement d'un emploi. Est-ce que le métier reste intéressant? Est-ce que le métier ne va pas être déqualifié, dévalorisé? Est-ce que tu peux peut-être nous partager quelques résultats surprenants qui sont ressortis de ces études? Alors, un de mes préférés, c'est une étude qu'on a faite chez les boroscopeurs. Alors, les boroscopeurs, un métier, on connaît pas bien. On apprend plein de métiers. Les boroscopeurs, ce sont des professionnels qui évaluent des parties d'un avion qui sont très difficiles d'accès sur le tarmac. Voilà. D'accord. Et à Paris, on a 2 grands aéroports. On a Roissy et on a Orly. Et on a regardé donc 2 équipes qui font le même métier, à qui on donne la même techno. D'accord. Qui va les aider à boroscoper.
Okay. Donc, cette techno, grosso modo, elle fait un peu des scans et elle évalue des écarts entre ce qui devrait être et ce qui est scanné. Voilà. D'accord. Un algorithme de matching et éventuellement de prédiction d'accidents, etc., de manière à mieux informer le boroscopeur. Donc de l'IA. Voilà, de l'IA statistique. Etc. Okay. Et il y a une équipe, il y a aucun problème d'adoption. Ouais. Et il y en a une autre où ils en veulent pas. D'accord. On se dit même métier, même techno, même activité. Voilà. Pourquoi Et en fait, quand on retrace un peu, quand on regarde un peu cette équipe, on voit qu'il y a une équipe qui a une tradition de management participatif, d'accord, voire d'autogestion, oui. Et une autre qui est sur un management directif. D'accord. Dans le cas du management directif, l'IA qui recommande, l'IA qui notifie, l'IA qui propose des stratégies opératoires, etc. Bah finalement, ce n'est jamais que la ventriloquie du management directif. D'accord. Dans le cas du management participatif, mais c'est quoi cette techno qui est le petit chef et qui me dit quoi faire? D'accord. Ce n'est pas notre ethos organisationnel. Et j'aime beaucoup ces résultats parce que parfois, on a une manière de faire de l'IA le sujet du problème. L'IA fait ci, l'IA fait ça. On dote l'IA d'une agentivité déterministe. D'accord. Parce qu'on a mis cet outil dans ce métier, il va se passer ça. Et en fait, on oublie qu'une organisation, c'est une histoire, c'est des pratiques, c'est un management, et que parfois, l'IA, pour une activité, va être acceptée, parfois, elle va être repoussée, notamment parce qu'il y a une culture, des valeurs organisationnelles qui vont faire qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas. Mais ça, j'adore cet exemple parce qu'il met vraiment en exergue le fait que c'est d'abord un sujet humain et que la culture de l'organisation, le process et donc la façon dont c'est utilisé est donc acceptée et reconnue par les équipes. Elle est fondamentale dans l'usage réel de la technologie. Exactement, et ça incite les ingénieurs non pas à devenir des sociologues, mais à comprendre qu'il faut faire équipe, il faut des collectifs. Donc moi, j'attends des ingénieurs non pas qui me remplacent, mais qui soient sensibles à ces questions-là. Parce qu'après, les ingénieurs sont pas des monstres, ils ont une sensibilité, mais parfois ils ont une vision un peu générique de l'humain. Si je prends une figure radicale, mais très appréciée par certains ingénieurs, Elon Musk, tout ce qu'il fait est guidé par le souci de sauver l'humanité. Il fait des véhicules électriques pour, c'est ce qu'il dit, mais on va dire qu'il est sincère. On va lui prêter cette intention. Il fait des véhicules électriques pour lutter contre le dérèglement climatique. Il fait des fusées qui vont dans l'espace pour quitter la Terre le jour où l'IA va nous écraser ou devient inhabitable. Il fait des puces Neuralink pour lutter contre l'IA le jour où elle est plus intelligente que nous. Mais pour lui, c'est le plus grand humaniste de la Terre. Mais dans les faits, on sait que c'est aussi quelqu'un de très dur dans les relations humaines. Il y a peut-être un peu même de totalitarisme en puissance dans son approche. Et donc, il y a quand même une vision très générique de la bonté humaine, de ce que c'est l'humain. Et c'est pas une connaissance fine des systèmes humains, des organisations. Et je dirais même l'humanité du quotidien, il s'en fiche un peu. Lui, il se projette sur des grandes causes. D'accord. Écoute, c'est extrêmement intéressant et je te propose qu'on écoute notre première question. Vous avez un message. Bonjour Yann. J'ai une petite question pour toi. Je vois passer énormément de chiffres sur l'IA et j'aimerais beaucoup savoir d'où ils viennent et si il faut croire en ces chiffres. On entend beaucoup de chiffres à propos de l'intelligence artificielle, notamment en termes d'emplois détruits, le fameux 47% de 2013. En fait, comme je l'ai dit, ça repose sur cette croyance que la technologie va s'appliquer d'une manière ou d'une autre. Mais ce que l'on voit en 2013, par exemple, c'est que ils étaient persuadés que l'IA, la nature de l'intégration de l'IA dans une activité, c'était d'aller chercher la routine. Et il y avait une promesse de performance et surtout de gain de productivité pour les organisations et une promesse de libération pour les travailleurs. Libérer des tâches routinières pénibles, libérer de l'esclavage du travail. Et en fait, 10 ans plus tard, l'OCDE nous dit on a regardé un peu les progrès de l'IA et ils sont beaucoup sur les tâches cognitives de haut niveau non répétitives avec 3 métiers qui seraient exposés à plus de 80% selon eux. Les directeurs généraux, les managers et les ingénieurs. 3 métiers, soi-disant, pas du tout concernés quasiment par l'IA en 2013. Donc, ils utilisent l'IA générative pour trouver des idées, pour trouver des idées, pour générer des choses que j'appelle à qualité fluide, à qualité floue. Non pas qu'il n'y a pas de qualité, mais elle n'est pas métrée comme on peut mesurer la qualité de la soudure sur une pièce d'avion. Ça, c'est pas négociable. Ce n'est pas statistique, ce n'est pas probabiliste. Alors que une analyse d'un consultant SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, on peut en faire 10 différents pour une même entreprise. Ils sont pas tous inintéressants. Il y en a pas un qui est vrai, il y en a pas un qui est faux. C'est juste qu'il y a des points de vue, il y a des arbitrages qui ont été faits. Donc, on voit bien que ces chiffres sont intéressants et le basculement d'une vision
de l'IA routinière à l'IA plutôt manager ne dit pas qu'il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux. Non, mais ça prend vraiment à contre-pied pour le coup ce qu'on entend de manière très régulière sur le rôle de l'IA dans les entreprises. Tout à fait, et ça montre aussi que l'intelligence artificielle n'est ni une révolution sectorielle, ni une révolution col bleu, col blanc, ni une révolution très qualifiée, peu qualifiée, grand diplôme, peu diplôme. C'est une technologie d'application générale qui concerne tous les métiers, qui concerne tout le monde d'une certaine manière. Je me souviens dans les années 80, alors je m'en souviens pas très bien, mais on me l'a dit, on disait l'informatique, ça sera pas pour les artisans. Oui, évidemment, quand vous devez intervenir chez quelqu'un pour lui réparer sa serrure, l'ordinateur il fera pas grand chose. Mais moi, j'ai eu un problème avec ma serrure et je peux vous dire qu'effectivement, il a ouvert ma porte, il a changé ma serrure et ça, il a utilisé ses doigts, ses mains. Mais tout le reste, c'était digital. Oui, avec une tablette. Je l'ai contacté sur Internet, j'ai trouvé son numéro. Il m'a fait mon devis avec sa tablette. Il m'a fait la facturation avec la tablette. Il m'a généré la facture et j'ai payé avec son système. Et derrière, il m'a montré que toute son activité était générée par un tableau de bord. Alors, il était fan de technologie. Mais ça prouve que il faut pas croire que un artisan, comme on a pu le penser à un moment, il est pas concerné par l'IA. Le plombier est concerné par l'IA, peut-être pas dans un premier temps, et encore on peut en discuter sur son cœur métier, mais sur tout le reste, sur son activité par exemple de chef d'entreprise. Voilà. Donc les chiffres sont intéressants, mais ils doivent être pris avec un peu de distance. Ça rend humble. Voilà. Nous, on a produit des chiffres au Laboria qui cherchent davantage à mesurer l'expérience du travail. Par exemple, on a demandé à 50 chefs d'entreprise de PME qui avaient déjà expérimenté, on leur a posé des questions sur est-ce que ça impacte les relations humaines au travail, est-ce que ça impacte les savoir-faire, est-ce que ça impacte l'autonomie, est-ce que ça impacte la responsabilisation. Et puis, on a demandé à 200 chefs d'entreprise qui n'utilisaient pas l'IA, on leur a posé la même question, mais à votre avis, est-ce que ça impacte? Et en fait, ceux qui n'avaient jamais utilisé l'IA, ils ont dit pour nous, le vrai sujet de l'IA, ce qui nous fait vraiment peur, c'est la déshumanisation du travail, la dégradation des relations humaines. Quand on a demandé aux 50 qui l'avaient fait, c'était pas le premier sujet. Le premier sujet, c'était les savoir-faire et l'autonomie. Oui, c'est-à-dire la crainte que les savoir-faire finalement se diluent un peu avec le temps parce qu'on se confie trop à la machine et qu'on n'utilise pas assez son cerveau et qu'on fait pas assez soi-même. Exactement, et qu'on soit plus dans le suivi d'une suite de notifications, et ça c'est l'autonomie. D'accord. Et ça c'est une crainte à ton avis qui est fondée ou enfin qui est corrélée avec des faits qu'on peut vérifier sur le terrain, ou ça reste pour l'instant une projection plutôt une prophétie plus qu'une réalité scientifique? Alors, c'est une vigilance nécessaire. C'est une vigilance nécessaire. De manière générale, quand vous introduisez un nouveau process ou une nouvelle techno dans un métier, vous déplacez la valeur du travail. Ça, c'est pas l'IA qui a provoqué ça. Lorsque vous introduisez les principes de la division du travail, là où quelqu'un maîtrisait l'intégralité d'une séquence opératoire et qu'on lui dit tu vas être un expert de cette tâche et tu feras que ça, et puis derrière un expert, eh bien quelque part on a dépossédé le travailleur certaines compétences et il a mal vécu. Voilà. Bien sûr. Mais dans l'autre sens, quand est arrivé plutôt le toyotisme, où on a dit, non, maintenant tu vas récupérer une séquence opératoire, ça a aussi été mal vécu parce qu'il y avait une déspécialisation. Le discours sur la polyvalence a aussi été mal vécu que celui de la spécialisation. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une transformation, il y a un déplacement, il y a une réflexion sur quelle est ma valeur au regard de cette transformation des valeurs. Donc ça, c'est nécessaire. Maintenant, il ne faut pas non plus être fataliste et dire que ce qui est détruit est détruit et que derrière, il n'y a pas de nouvelles opportunités. Il y a des nouveaux pouvoirs qui naissent, il y a des nouvelles possibilités qui naissent pour ceux qui les avaient pas. Et puis, il y a aussi, sur certains sujets, des déplacements qui vont occasionner une expertise vers la machine elle-même. Sur comment l'utiliser à bon escient. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des usineurs fraiseurs parce que j'ai travaillé dans une école, l'ICAM, où il y avait des écoles de production. Et il y avait une école de production où on apprenait on apprend à faire de l'usinage de pièces. Et les maîtres d'apprentissage me disaient, avant, on avait les machines traditionnelles où on produisait la pièce nous-mêmes. Et après, on est passé aux machines à commande numérique où effectivement, on a l'impression qu'on met la machine dans une boîte, on programme la machine et derrière, on fait plus. En fait, on passe commande à la machine. Et ça, c'est une expérience que beaucoup de gens ont avec l'IA. Produire, c'est pas pareil que passer commande. Mais en fait, ils disent, mais en réalité, la machine, elle se comporte jamais totalement comme elle est supposée faire. Et donc, on développe des tips,
on développe des astuces. On sait que si Nouveau on veut quelque savoir-faire. chose, il faut pouvoir mettre la pièce de cette façon. Et ça, personne nous l'a jamais dit. C'est D'accord. l'expérience. Oui. Et derrière se produit à nouveau de la distinction, à nouveau de l'upscaling, à D'accord. nouveau des petits tips comme ça. Et aujourd'hui, on voit le début de l'IA. Et donc, Oui. on voit d'abord ce qu'on perd. Mais Bien sûr. à la longue, il faut revenir et voir ce qu'on gagne. Et d'ailleurs, le Laboria a essayé d'introduire le principe d'enquête longitudinale. Oui. C'est-à-dire, on ne fait pas uniquement des instantanés de l'IA au travail, on revient à intervalles réguliers dans les organisations Pour voir comment ce ça qui se évolue. passe et voir si D'accord. les problèmes à T1 sont Ouais. encore des problèmes à T3 et s'il n'y a pas des nouveaux sujets à T3 ou à T4. Ah, c'est absolument passionnant et je trouve que c'est un travail totalement nécessaire en fait pour éclairer tout le buzz et l'engouement réel qu'il y a autour de l'IA aujourd'hui. Je te propose qu'on écoute notre deuxième question. Vous avez un message. J'ai une deuxième question. Quels sont tes conseils aux dirigeants ou aux cadres qui envisagent d'intégrer l'IA dans leur entreprise ? Ce que l'on remarque lorsqu'on veut introduire l'IA dans les entreprises, c'est qu'effectivement, beaucoup de projets ne passent pas la période d'essai, comme je Oui. dis. Un peu comme reprendre la rhétorique de l'emploi. On passe Oui. pas la période d'essai. Bon, dans l'emploi, c'est 4 mois. Dans l'IA, c'est souvent 6 mois. En termes de vision, je dirais, de haut niveau, Oui. il y a quelques piliers qui ont été notamment identifiés par des travaux du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. D'accord. Si je prends le sujet organisation, il y a des sujets infrastructure, etc. Mais si je prends Ouais. le sujet organisation, avoir une vision. Hmm. C'est-à-dire, on n'est pas simplement dans il faut mettre de l'IA parce que tout le monde en parle et il y en a Oui. pas le choix, etc. Ça, c'est Oui. pas une vision, ça. Non, Ça, non. c'est être corrélé au buzz médiatique. c'est quel quoi objectif pour le l'IA? business. C'est quoi l'IA pour le business? C'est quoi Ouais. l'IA par rapport à notre cœur métier? D'accord. Si on vend un service, c'est pas pareil que si on conçoit des boulons. Ouais. C'est pas la même vision. Si on fait du travail social, c'est pas la même vision. D'accord. Donc, il faut avoir une vision et communiquer dessus. Oui. Voilà. Ok. La deuxième chose, c'est que il faut acculturer Oui. massivement à l'IA. C'est Mm. plus de 75% des collaborateurs Ouais. qui doivent être acculturés. Et pour moi, le sujet IA ne doit pas faire l'objet d'une formation basique à l'utilisation d'un outil. Oui. Il a trop d'anthropologie. Il Mm. a trop de fantasmes, il a trop d'imaginaire associé. Oui. Il faut passer par l'étape. C'est quoi l'IA, l'histoire, rendre curieux les gens et Ouais. les nourrir parce que tout le monde a quand même un peu d'attrait vis-à-vis de ce truc. Oui, c'est Voilà. clair. Et donc, il faut nourrir ça. Ouais. Et moi, je suis beaucoup intervenu dans des entreprises où j'ai fait cette phase d'acculturation, Mm. indépendamment d'un projet. Et les gens n'étaient pas contents uniquement professionnellement. Ils étaient Ouais. contents humainement, quoi. Et, Bien ah, ben, sûr. là, je vais en Ils parler apprennent chez des moi. Viens, puis il y a mon gamin qui fait un truc sur les véhicules autonomes. Voilà. Et ils étaient contents. Donc, l'acculturation, mais l'acculturation globale. Oui. Pas que l'acculturation fonctionnelle. Troisième chose, il faut un peu de talent IA quand même. Oui. Il faut un peu des gens qui... Alors, un talent IA, c'est pas forcément un geek. Oui. Ça peut, hein. Hmm. Ça peut être quelqu'un qui a déjà une expérience d'intégration, Oui. qui a déjà été dans un projet, qui a mis les mains dans le cambouis. Qui s'est un peu cassé les dents aussi Voilà. sur des difficultés par le Exact. passé. Ouais. Exactement. Le quatrième niveau, c'est lié toujours aux salariés, c'est de regarder un peu, de mesurer, est-ce que dans les deux extrêmes, c'est vu comme un truc qui va nous remplacer, Ouais. ou est-ce que c'est vu comme quelque chose qui va nous augmenter. Hmm. Puis entre les deux, il y a des versions intermédiaires. Bien sûr. Mais ça, c'est important de bien construire le narratif Oui. et ça fait partie de la vision aussi. Hmm. Et la dernière chose, c'est la culture de l'innovation. Oui. Si votre vision de la techno, c'est sur étagère, plug and play, on branche et ça marche, on règle, on forme et au bout de 3 mois, ça envoie. C'est ni le niveau de maturité actuel de l'IA, ni de mon point de vue, la nature de l'IA à base de données. Oui, tout à fait. On est sur une technologie dynamique qui évolue, qu'il faut maintenir, qu'il faut suivre. Et donc, du coup, dans le dynamisme de cette technologie, il y a des dynamismes de pratique Oui. et de confiance. D'accord. Donc, il faut suivre tout ça. Et tout ça, c'est une culture. Donc, ça, c'est vraiment à un niveau un peu, je dirais, pas méta, mais un peu mezzo. Et D'accord. puis ensuite, vous avez mis l'IA dans votre équipe. Vous avez mis un projet d'IA. Il faut aller regarder des sujets comme l'autonomie, Oui. le sujet de l'autonomie dans le travail. Est-ce qu'on a le sentiment que ça peut porter atteinte? Est-ce qu'il y a un sujet autonomie? Est-ce qu'il y a un sujet savoir-faire? Oui. Est-ce qu'il y a un D'accord. sujet relation humaine? Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet, j'ai le sentiment que ce truc me surveille et me flique? Du coup, un peu la confiance Voilà. dans Exact. l'honnêteté du système. Exactement. Est-ce que ça peut provoquer une déresponsabilisation? Oui. C'est-à-dire finalement, je me cache derrière l'IA. Et puis le dernier, last but not least, la reconnaissance. Oui. Est-ce que mes collaborateurs et mes managers, ils ont construit la reconnaissance? Je vais donner un exemple pour incarner un peu les choses. Quand je suis arrivé à Inria, il y avait pas mal de boulot parce qu'il fallait vite qu'on signe la Ouais. convention avant la fin de l'année avec le ministère du Travail parce que D'accord. on sentait que le remaniement était proche et on voulait quand même que ce soit fait avant Noël.
D'accord. L'histoire nous a donné raison. Et il y avait beaucoup de boulot et parfois, j'avais des messages 19h, 20h, est-ce que tu peux faire ça pour demain, etc. Et je venais d'arriver. Et à un moment, on me demande un truc. C'était pas un gros travail, mais c'était est-ce que à partir de tout ce que tu viens de faire, tu peux faire en une page force et faiblesse de ce qu'on a fait depuis 2 ans. D'accord. Ok. À 19h30 le vendredi. À 19h45 le vendredi, il avait sa page. J'avais pris tout ce que j'avais mis. Ouais. J'avais utilisé un système d'IA génératif. Je lui avais fait un prompt. Ouais. Il m'avait sorti quelque chose qui était bien à 80-90%. J'avais un peu resoigné, un quart d'heure, une demi-heure. Ouais. Il m'a envoyé un message, il était subjugué. Et incroyable. Mais comment t'as pu faire ça? C'est bien écrit, c'est exactement ce que je voulais. Il m'avait envoyé 4 mots-clés, quoi. Ouais. Voilà. Et eh bien, venant d'arriver et recevant toute cette gratitude, là, j'ai tout gardé pour moi. Ouais. Et je préférais garder pour lui l'impression que j'étais un espèce de génie ou une machine, quoi. Seulement à un moment, j'ai voulu en parler. Ouais. J'en ai parlé dans un autre contexte. Et il m'a dit, tu m'as bien attrapé. Il s'est senti trahi peut-être un petit peu? Un petit peu. Ouais. Et j'ai senti de suite que ce qui avait été exceptionnel l'était beaucoup moins. D'accord. Et ça nous a permis d'échanger très vite. Il n'y avait pas de problème entre nous. Hein. Ouais. En plus, on est l'équipe IA d'INRIA, accessoirement. Ouais. Hein. Et il n'y avait pas de problème. Mais je dis, mais voilà, ça c'est typiquement le genre de sujet qui, à mon avis, doit faire partie du laborisme. Ouais. Comment le manager, il vit cette situation-là? Comment il reconnaît? Est-ce que c'est que du résultat? Auquel cas, il n'y a rien à dire, t'étais content. Mais est-ce que au résultat doit se mêler un peu de souffrance, un peu d'effort, un peu de pénibilité, pour qu'il y ait du mérite d'une certaine manière. Pour qu'il y ait du mérite. Ouais. Et tant que les critères d'attribution du mérite, quand on travaille avec l'IA, ne sont pas clairement définis, reconnaissance de soi, de moi, de ma singularité, reconnaissance de mes pratiques, de mes efforts et de ma contribution au résultat, eh bien, on risque d'avoir soit du refus quand c'est un cas d'usage, soit quand c'est clandestin, ça reste dans la clandestinité parce que tant que je sais pas comment le manager va réagir, je garde ça pour moi. Eh bien, écoute, merci beaucoup Yann d'avoir partagé ces sujets absolument passionnants. Je pense qu'on aurait pu faire 4 heures de podcast sans problème, rien qu'avec toi. Merci à nouveau, c'était vraiment très très riche. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires sur votre plateforme préférée et à consulter notre site www.iahdf.org. À bientôt.